Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2021, et si on en profitait pour parler d'emploi et de diversité. Les ESAT, une étape possible vers le milieu ordinaire. Qui a dit que l'on ne pouvait pas travailler dans une entreprise traditionnelle lorsque l'on est travailleur en situation de handicap ? Alors oui, il faut s'adapter. Il faut adapter, il faut parfois accompagner. Mais l'important est qu'aujourd'hui, il existe un tas de dispositifs et de professionnels de l'accompagnement qui permettent à de nombreuses personnes en situation de handicap de signer un contrat de travail comme monsieur et madame tout le monde. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, nous rencontrons Judith Escarfaille. Bonjour Judith et bienvenue sur ce tableau. Bonjour madame. Sur ce plateau. Vous avez signé un contrat de travail en milieu ordinaire dans un magasin Biocoop et nous allons voir avec vous comment vous avez pu concrétiser ce projet d'emploi. À vos côtés, des témoins, des acteurs, des accompagnateurs de personnes en situation de handicap. Anne Bison, bonjour. Vous travaillez pour un dispositif Plimoth et vous allez nous dire en quoi consistent vos missions et votre quotidien. Evelyne Sarr, bonjour. Vous êtes présidente de Trisomie 21. Vous allez nous présenter cette association. Et enfin, Antoine Duverneuil, bonjour. Bonjour. Directeur de Cap Emploi Haute-Vienne, une structure évidemment importante lorsqu'il est question d'accompagnement vers l'emploi, mais également dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Allez, on commence tout de suite avec vous Judith. J'aimerais bien que vous vous présentiez. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur votre parcours ? Parlez-nous de votre scolarité, on parlera un peu plus tard emploi. Mais tout d'abord, accepteriez-vous de nous dire quelle est la nature de votre handicap ? Alors mon handicap est plutôt invisible, plutôt des troubles autistiques assez particuliers parce que c'est très fin. Et dans mon comportement, dans ma vie de tous les jours, dans le travail, même encore aujourd'hui avec tout ce que j'ai vécu, mes collègues ne voient toujours pas mon handicap. Donc c'est vrai qu'il est assez particulier et c'est pour ça que le monde du travail ordinaire est fait pour moi. et c'est pour ça que je suis entrée dans les services du SAT Ormur Trisomie 21 en 2008. Parce que j'avais besoin d'intégrer le monde ordinaire. Pour moi, c'est une façon de me révéler en tant que citoyenne. Donc j'ai commencé par 3 ans de mise à disposition à la BFM de Limoges en tant qu'agent du patrimoine au pôle jeunesse. À l'époque, la politique RH était de me trouver un autre poste ailleurs. Donc je suis partie au centre culturel Jean Massé, où là, c'était pas du tout adapté, où j'ai fait 1 an de mise à disposition. Du coup, à partir de là, avec mon accompagnateur de Trisomie 21, on a dû s'adapter aux offres du marché actuelles. On n'avait pas trop le choix. Donc là, j'ai voulu essayer la restauration collective, où là, j'ai fait 2 ans de mise à disposition et où j'ai fait un épuisement professionnel, un burn-out de 1 an reconnu médicalement. À partir de là, on a tout remis à plat et via mes troubles autistiques, on a fait appel à un partenariat d'Autisme Recours on a redéfini mon temps de travail, on l'a baissé à mi-temps. On a redéfini le domaine aussi. Et c'est là qu'on est parti à Centracor pendant 1 an pour voir si je pouvais retravailler. Ça se passait très bien, j'y étais très bien. Mais on a appris que je remplaçais une collègue qui est revenue, donc du coup on n'a pas pu renouveler la MAD. À partir de là, je me suis posée et je me suis dit, j'aimerais trop travailler dans mes valeurs écologiques parce que pour moi c'est très important. Je suis engagée au quotidien, même dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai vu que le bio fleurissait un peu partout, que c'était un peu l'avenir. Du coup, avec mon accompagnateur, on a cherché dans le réseau Biocoop, où là, j'ai fait les 3. Donc, j'ai fait Usura, où j'étais en stage d'1 mois. Ensuite, j'ai fait Crézin-Fétia, où là, j'ai fait 1 an de mise à disposition. J'y étais très bien, mais il s'avère que c'était la crise des gilets jaunes. Du coup, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, on a eu moins de clients, des gros soucis de livraison. Et du coup, moi, je voyais très bien que dans ces cas-là, il a fallu réduire l'équipe parce que dans le commerce, on est quand même tenu par le chiffre d'affaires. Et en termes de scolarité, du coup, depuis toute petite, c'est que vous souhaitiez travailler dans le commerce ? Non, du tout.
Du tout. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais du tout. Non. D'accord. Et donc depuis la petite enfance, est-ce que vous pourriez un petit peu nous retracer de la déclaration, de l'officialisation de votre handicap? Je sais pas si on peut Alors le dire comme ça. c'est compliqué parce que on n'a jamais su vraiment ce que j'avais et je correspondais à aucune case. C'est-à-dire que vous avez toujours été maternelle classique? Oui, école classique, maternelle classique, école jusqu'au collège, où là j'ai fait une grosse dépression et on m'a mis par défaut, je le précise, dans un IME où là vraiment c'était juste pour me reposer. Et du coup, j'ai beaucoup souffert à l'école par ma différence. Et du coup, le temps de me reposer à l'IME, j'ai pu enfin me réveiller. Et du coup, j'ai intégré les AT-Ormur pour pouvoir m'intégrer. D'accord. Donc tout à l'heure, vous avez abordé tout ce qui est accompagnement. Donc du coup, Anne Bison, qui est accompagnatrice à Plimoth, vous accompagnez beaucoup de personnes comme Judith. Pouvez-vous du coup nous présenter Plimoth dans un premier temps et préciser le profil des personnes que vous accompagnez? Alors Plimoth, c'est un dispositif emploi accompagné. Donc en fait, moi je suis, on peut dire job coach, et j'accompagne vers et dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Donc effectivement, il faut que la personne ait une reconnaissance de handicap et surtout ait besoin d'un accompagnement durable. C'est un accompagnement qui va durer tout au long du parcours professionnel. En fait, et qui bien sûr est motivé pour travailler en milieu-ordinaire. En fait, voici les critères pour rentrer sur ce dispositif. Ce qu'il faut savoir aussi et qui me paraît très important, c'est qu'on est Plimoth et aussi un service médico-social. Parce qu'on va s'assurer que les personnes, une fois effectivement qu'ils ont trouvé leur voie, qu'ils ont trouvé un travail, qu'il y a un bien-être au travail, mais qu'il y ait aussi un bien-être dans leur vie quotidienne. Donc on va quand même rester vigilant sur, bien sûr, le bien-être au travail, c'est notre axe prioritaire, on va dire, mais aussi un bien-être dans le quotidien. Et on va pouvoir répondre à des besoins ponctuels dans le quotidien pour que la personne soit bien dans sa vie. Parce que de toute façon, sinon ça se répercute. Quand on a souvent une difficulté dans la vie quotidienne, ça peut se répercuter sur le travail et inversement. Donc on est vigilant sur la globalité, j'ai envie de dire, de la vie de la personne. D'accord, merci. Evelyne Sarr, présidente de Trisomie 21. Je crois que tout le monde aujourd'hui en France connaît la trisomie, mais sans doute moins les missions de Trisomie 21 et la réalité des actions de cette association. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour. Alors, je suis en fait coprésidente avec Sabine Arnaud, qui n'est pas là aujourd'hui, de l'association Trisomie 21 Haute-Vienne. Notre association, en fait, est une association qui fait partie d'une association régionale Nouvelle-Aquitaine où on trouve les départements du 33, du 64, du 47 et du 87. Donc, sur 4 départements, nous avons des projets communs. Nous travaillons dans ce que l'on appelle un centre ressources régional et nous œuvrons pour accompagner avec il y a des ESAT, des SAVS et également des CESAD pour accompagner les personnes dans un parcours hors les murs. Donc, c'est un peu la particularité. Donc, si je reviens au département de la Haute-Vienne, la Haute-Vienne a un ESAT hors les murs et un SAVS et accompagne des personnes qui sont en situation de handicap intellectuel. Une bonne partie sont des personnes avec trisomie, mais pas que. Donc on a Judith là par exemple qui fait partie des services. Et on avait tout à l'heure Mathilde là qui était dans le petit film et Là, si je reviens sur Mathilde, là, je tiens à dire quand même que, je lui tire mon chapeau parce que je la connais, elle est quand même assez timide et je pense que ça a dû être un exercice très particulier pour elle de se faire filmer puis de parler de son parcours. Donc, ça veut dire quand même que les personnes, quand on arrive à les mettre en confiance et à les accompagner, elles acquièrent une certaine sérénité. Alors après, parler devant une caméra, on va dire, ça n'a rien de facile, mais
c'est quand même des exemples assez réussis parce que nos jeunes et nos moins jeunes ont des parcours très variés. Certains ont été en IME, d'autres pas. Donc maintenant, ils se sont retrouvés en ESAT Hors-les-Murs et pour certains, leur parcours là se poursuit avec l'emploi accompagné, avec Plimoth. Et donc du coup, c'est quand même, ça veut dire quand même que le handicap ne veut pas dire forcément on reste en institution toute sa vie, loin de là. Donc c'est le sens de notre association, c'est d'accompagner les personnes avec handicap dans un emploi en milieu ordinaire quand elles en sont capables, mais au niveau d'un ESAT Hors-les-Murs aussi, on a quand même une vie en milieu ordinaire qui est quand même bien prégnante parce les personnes sont confrontées avec leurs collègues, avec l'employeur. Enfin, c'est quand même la vie ordinaire, dans toute sa définition. Merci. Du coup, on va donner la parole maintenant à Antoine Duverneuil, directeur de Cap Emploi. Pour de nombreuses personnes, Cap Emploi est le premier repère en matière d'accès à l'emploi et à la formation. Nous avons sur ce plateau des exemples possibles d'intervenants, mais il en existe beaucoup sur le territoire, tant dans le champ spécialisé du handicap que dans le milieu ordinaire. Et Cap Emploi, justement, mobilise ses acteurs au gré des besoins des personnes que vous accompagnez, mais également des employeurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ceci ? Alors oui, Cap Emploi est un opérateur du service public de l'emploi. Nous accompagnons des personnes, mais également des employeurs sur 2 versants. Nous accompagnons des employeurs qui souhaitent recruter des personnes en situation de handicap et nous adaptons, si nécessaire, le poste de travail. Et ensuite, nous accompagnons les employeurs sur un second champ, c'est-à-dire que nous allons les accompagner au maintien en emploi de leurs salariés ou des agents publics afin de limiter les licenciements pour inaptitude. Et le cas échéant, on va proposer une solution à ces salariés ou agents publics ou travailleurs indépendants qui vont être inaptes, et nous allons initier avec eux un travail de reconversion professionnelle en amont du licenciement, tout ça dans un objectif de sécurisation de leur parcours professionnel. Judith, nous venons de le voir avec ce tour de table, les possibilités sont nombreuses pour accompagner une personne vers l'emploi. Vous, pourquoi est-ce que vous avez absolument tenu à travailler ? Concrètement, est-ce que vous aviez choisi ce que vous faites aujourd'hui ? Donc comment ? Par le biais de stages, par le biais de visites d'entreprise, par des discussions avec les différents professionnels qui ont pu vous accompagner tout au long de votre parcours ? Déjà, j'avais l'envie, le besoin de trouver ma place dans le monde ordinaire comme tout le monde. Et même si je sais que ça allait être dur, mais en même temps, il y a quand même pas mal d'avantages parce que ça nous permet de nous révéler, de grandir. Et surtout, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, même si j'ai beaucoup souffert avant. Du coup, j'ai beaucoup évolué et à force de parler avec des gens ordinaires, même en dehors du travail, ça a développé en moi une certaine... c'est pas une certaine intelligence, mais une certaine capacité à comprendre de mieux en mieux le monde dans lequel on vit, et puis d'avoir certains avis sur la société, sur pas mal de choses. Donc... de ça, le fait de rencontrer et de travailler parmi des gens ordinaires, c'est vrai que, mine de rien, ça aide quand même pas mal. Voilà, puis du coup, j'ai quand même signé un CDI il y a quand même 6 mois à Biocop, l'Aubre, France Apérin. D'accord. Qui correspond entièrement à mes valeurs et du coup, je suis en harmonie totale. C'est l'idéal. Evelyne Sarr, du coup, vous disiez tout à l'heure qu'à Trisomie 21, vous disposiez d'un outil, le SAT hors mur, qui permet vraiment aux personnes en situation de handicap de découvrir les réalités de l'emploi et de prendre confiance en elles. C'est aussi une très bonne façon de permettre aux employeurs de voir par eux-mêmes que certaines personnes ont de véritables compétences et qu'il faut savoir les exploiter. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, c'est tout un travail que font nos accompagnateurs là, on a Jean-Frédéric là que je vois là, ils sont alors une fois que la personne intègre les ESAT Hors-les-Murs, on va dire, après bon c'est une chose, mais après il faut trouver quand même l'employeur qui va accueillir la personne. Donc les accompagnateurs sont c'est dans leur mission de vouloir d'aller rechercher l'employeur qui va correspondre au projet de la personne. C'est pas forcément une tâche toujours très très
facile, hein, parce que faut quand même prendre son baptême de pèlerin. Bon, voilà. Si vous voulez intervenir, je sais pas si vous pouvez nous en dire 2 mots, mais enfin, c'est quand même, je pense, un travail c'est la mission d'un accompagnateur de prendre son baptême de pèlerin, puis d'aller voir les entreprises, et puis d'aller chercher l'employeur pour essayer d'avoir un contrat de mise à disposition, et d'aussi expliquer à l'employeur, parce que c'est très important, que tout ce qu'il a à gagner à employer une personne en situation de handicap, parce que bien souvent, tous les a priori. Ça casse tous les a priori, parce que l'employeur, si vous voulez, lambda, va pas forcément d'emblée comme ça se dire chouette, je vais employer une personne en situation de handicap, sauf à avoir des valeurs que certains ont, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, il y a quand même tout un travail d'explication à fournir, et puis après, donc avec le recul, parce que bon, enfin, on a une vingtaine de personnes aujourd'hui là qui sont en ESAT hors les murs dans pas mal de secteurs, hein. On a la restauration, les entreprises, enfin il y a pas mal de secteurs, et donc du coup les employeurs sont satisfaits et reconnaissent que la personne leur rend service. Ils ne rendent pas service à la personne, mais c'est la personne qui leur rend service. Donc c'est très important d'expliquer ça déjà au départ, et puis après que les employeurs et les collègues aussi se rendent compte que c'est quand même une richesse pour tout le monde. Donc c'est un peu le sens de notre association et de ce que font les professionnels des services. Tout à l'heure, vous l'avez un petit peu abordé en amont, Madame Bison. Donc, le stage, c'est une des façons de faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap, mais il n'y a pas que cela. Pour Plimoth, un des arguments essentiels, c'est que vous restez au contact direct, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, de la personne qui signe un contrat, mais aussi de l'employeur. Et là, ça a l'air c'est essentiel. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous en dire, un peu plus là-dessus? Bien sûr. Alors effectivement, on est toujours en contact avec la personne, que ce soit des points téléphoniques, des SMS, on est toujours à leur disposition, et on fait aussi régulièrement des visites en entreprise pour voir sur le poste de travail comment ça se passe, connaître éventuellement les besoins de la personne, proposer éventuellement des aménagements de poste quand c'est nécessaire. Et ensuite, oui, vous l'avez souligné, ce qui est très important, c'est qu'on est aussi à la disposition de l'employeur. Donc, quand on est aussi dans une phase de prospection, on va aussi expliquer à l'employeur les différents, d'abord les compétences, bien entendu, de la personne, mais aussi les différentes aides qu'il va pouvoir avoir en fonction du handicap de la personne. Comment dirais-je, là aussi, c'est important qu'ils aient cette information, parce qu'aujourd'hui, tous les employeurs n'ont pas ces informations. Et ensuite, on va aussi aider l'employeur à monter les dossiers. Donc c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Donc on a aussi tout ce travail de montage de dossier, de les aider, de les aiguiller à ce sujet. C'est quelque chose qu'ils apprécient. Et on est aussi bien sûr là pour la personne, pour l'équipe. On peut aussi faire des sensibilisations. Pour toute l'entreprise et toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec la personne qu'on accompagne. Voilà, vraiment un travail de partenariat avec l'ensemble, l'employeur et la personne qui travaille justement dans l'accompagnement au sens large. Ouais. Tout à fait. Très bien. Donc enfin, Antoine Duvernay, on vous redonne la parole. Il est important donc de le préciser à ce moment de l'émission. L'emploi en milieu ordinaire, c'est quasiment pour tout le monde. Donc que ce soit une personne en situation de handicap ou non. Et donc voilà, justement, par rapport à cela, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 10% des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont en situation de handicap. Lorsqu'on dit que c'est pour tout le monde, l'insertion en milieu ordinaire des travailleurs handicapés ne repose pas exclusivement sur Cap emploi. Il y a un fort engagement des pôles emploi et des missions locales qui est réaffirmé actuellement. Et nous, notre spécificité aussi va être de faire appel à un réseau de partenaires spécialisés qui vont permettre de favoriser justement l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Sans parler de dispositifs précis, il existe de nombreux dispositifs. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'articuler tous ces dispositifs afin de favoriser derrière. Et c'est vrai que le Cap emploi et la différence qu'il peut y avoir avec, par exemple, un dispositif d'emploi accompagné, c'est que le Cap emploi, ce sont des professionnels avant tout de l'insertion professionnelle qui interviennent en étant formés et sensibilisés au handicap.
Donc c'est vraiment ça la différence qu'il peut y avoir entre différents dispositifs derrière. Et nous collaborons justement sur de nombreuses situations avec le dispositif emploi accompagné, et on essaie au maximum que ça soit transparent pour les employeurs. Parce que c'est vrai que ça peut être flou pour un employeur qui ne connaît pas du tout le handicap d'être contacté par Cap Emploi ou pour par différents services spécialisés. Donc notre objectif justement, c'est de rendre ça au maximum transparent pour les employeurs et de fluidifier et de sécuriser au maximum l'insertion professionnelle. Très bien, merci. Judith, vous nous le disiez tout à l'heure, vous travaillez à Biocop. Apparemment, tout a l'air de bien se passer. Ah, c'est magnifique. Comment est-ce que vous vivez du coup cet emploi voilà. Comment est-ce que vous vivez cet emploi? Est-ce que vous bénéficiez d'aménagements spéciaux? Qu'est-ce qui est le plus sympa pour vous? Est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés? Alors déjà, oui, on a dû adapter le temps de travail grâce à l'autisme recours. Étant donné que je suis plus fatigable que la normale, on a dû faire un mi-temps. Et surtout au niveau de l'heure d'embauche, j'ai quand même la chance d'avoir une super gérante qui a quand même qui comprend vraiment la différence et puis mon handicap, et du coup elle s'est adaptée à ma particularité, donc j'embauche pas trop tôt, tout ça, et avec les collègues, c'est juste magnifique, hein. On a les mêmes valeurs, donc c'est en dehors des tâches de la mise en rayon et de la caisse et puis de tout ce qui est commande et tout ça, il y a de vrais liens qui se créent en fait. Parce que ça me tient à cœur, mais c'est un peu mon monde, et donc du coup c'était un peu le rêve inconscient que j'avais de vivre un peu dans mes valeurs. C'est comme une passion en fait, hein. Donc c'est sûr que je le vis très très bien. Voilà, c'est très bonne équipe, très bonnes conditions de travail, très respectueuse, bienveillante, et puis c'est super quoi. Oui, ça s'entend quand vous employez effectivement le terme de particularité et non de handicap. Merci. Donc, Madame Bison, Madame Sarr, Monsieur Duverneuil, de votre expérience, à quoi les employeurs doivent-ils penser lorsqu'ils envisagent d'embaucher un collaborateur en situation de handicap? Quels seraient vos conseils? Mais également, d'après vous, quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire? Qui vous commencez à répondre? Allez-y. Premier conseil à un employeur, avant tout, on recrute par handicap. C'est le premier conseil que je donnerais. On recrute des compétences. On peut questionner la personne, mais plutôt en termes de restrictions d'aptitude. Est-ce que vous avez des restrictions d'aptitude par rapport à ce poste? Et c'est vraiment ça que l'on met en avant au quotidien. Et pour moi, le poste idéal pour une personne, c'est vraiment l'adéquation entre l'emploi, les compétences et le handicap de la personne. C'est vraiment cette adéquation, ces trois leviers qui permettra vraiment d'avoir une insertion professionnelle qui sera beaucoup plus sécurisée. Merci. Et si vous voulez ajouter quelque chose, bien sûr. Tout à fait. Donc, effectivement, bien sûr, le premier conseil, c'est de recruter une personne sur ses compétences. Moi, je dirais peut-être juste un petit peu en termes différents et d'entendre les besoins de la personne en termes d'aménagement de poste. Ce qui me paraît important de préciser, c'est que dans le cadre de Plymouth 87, si la personne le souhaite, bien sûr, on accompagne les personnes aux entretiens d'embauche. Donc, bien sûr, la personne va se présenter et on lui laisse toute cette partie de compétences. Et parce que c'est pas facile de parler de son handicap. Qu'est-ce qu'il faut en dire à un employeur? Donc, nous, on va plus faciliter cet aspect des choses, parce que il me paraît important que l'employeur le sache et que c'est pas un obstacle. J'ai envie de dire qu'il suffit d'aménager par rapport aux besoins de la personne. Chaque personne aura des besoins différents et voilà, ça va être un employé tout à fait intéressant et qui peut apporter aussi à l'entreprise, qui peut apporter aussi à l'équipe, parce qu'il faut savoir que parfois certains aménagements de poste pour une personne va être profitable à l'ensemble de l'équipe au final. Tout à fait. Ça s'est déjà produit. Donc moi je les inviterai vraiment à faire cette aventure qui est bénéfique pour tout le monde. Pour la personne, bien sûr, parce qu'elle est insérée, mais c'est une très belle aventure aussi pour l'équipe, les directions. Vraiment pour un ensemble, justement, de l'entreprise ou tout à fait. l'ensemble des personnes. Très bien.
Et aussi, là, je voudrais juste souligner qu'effectivement, ce qui est très important aussi, c'est dans les valeurs de la personne. Parce que la personne ne sait pas toujours où elle a envie de travailler. Avoir une représentation d'un métier, c'est quand même pas évident tant qu'on n'a pas été sur le terrain. Mais voilà, moi je sais que je reste toujours très attentive à leurs valeurs, ce qu'ils font aussi peut-être du côté du loisir, des valeurs, etc., pour pouvoir co-construire bien sûr un projet professionnel. Très bien, merci. Madame Sarr. Oui, alors bon, ça, pas mal de choses ont été dites. En fait, le conseil à un employeur, c'est de dire, n'hésitez pas. De toute façon, quel risque vous prenez? Peut-être que après la personne a envie de travailler. Ok, elle a ce travail-là en tête. Pourquoi pas? Ça se passe bien, très bien. Ça peut éventuellement moins mal se passer. Ça peut arriver. Après, alors c'est pas un conseil, c'est plutôt un soutien. C'est de dire à l'employeur, de toute façon, vous n'êtes pas tout seul. Donc, au niveau de l'ESAT hors les murs, il y a des accompagnateurs qui ne sont pas là en permanence. Il faut bien le préciser. Alors là, par exemple, je prends l'exemple de ma fille qui travaille dans une cantine scolaire au Vigin et son accompagnatrice vient 1 heure par semaine, autant pour se caler avec l'équipe que pour se caler avec elle. Donc, si vous voulez, c'est de dire à l'employeur, donc au responsable de la restauration et à ses collègues, s'il y a des choses à réajuster, n'hésitez pas à en parler, on le travaille ensemble. Mais ça prend 1 heure par semaine. Donc, ça rassure quand même l'employeur, ça rassure aussi la personne qui travaille, ça rassure tout le monde. Et c'est en continu, quoi. Bon, ça peut être, quand ça se passe bien, l'accompagnateur vient moins souvent, mais enfin, il y a besoin à tout moment, s'il y a besoin de réajuster, c'est possible. Donc, c'est pas de laisser l'employeur tout seul face à ces interrogations. L'importance, c'est très important d'accompagnement aussi. Et de collaboration, comme on disait tout à l'heure. La coopération, enfin, les échanges entre tous les professionnels. Et le résultat est quand même très, très bénéfique. Donc, c'est pour ça que, moi, je dirais à un employeur, allez-y, n'hésitez pas, foncez. Très bien. L'accompagnement, c'est tout un maillage, en fait. Oui. Professionnel. Oui. Et puis, il faut sortir des a priori. Enfin, voilà, franchement, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Du coup, Madame Bison, elle voulait juste... allez-y, vous avez un petit peu de temps. Je voulais juste rajouter une chose. C'est vrai que quand on rencontre les employeurs et qu'on leur dit, nous, on sera toujours là. En plus, le dispositif emploi accompagné, on veut être réactif. Donc, vous nous appelez, on répond dans l'heure. Ça les rassure beaucoup. Et effectivement, ils ne vont pas faire cette aventure tout seuls. Donc, ils sont rassurés et c'est très favorable. Très bien. Merci d'avoir précisé tout ça. Voilà, cette première émission touche à sa fin. Nous n'avons bien sûr pas fait le tour de la question, mais le parcours de Judith est instructif à plus d'un titre. Et puisque c'est elle aujourd'hui la vedette de cette émission, nous allons lui laisser le mot de la fin. Judith, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui sont en situation de handicap et qui se demandent si elles peuvent travailler en milieu ordinaire? Qu'avez-vous envie de dire aux employeurs? Déjà, je voulais dire un peu quelque chose qui est important pour moi, c'est que mon handicap est tellement invisible qu'en fait, on est obligé de briefer les équipes, ce qui n'a pas forcément été le cas de la BFM, en passant par les centres culturels jusqu'en restauration collective. Le burn-out vient de là aussi. Donc, à partir de l'autisme recours, on a briefé Centracor et ensuite, on a continué avec Biocop. Donc, c'est très important de briefer les équipes sur un handicap qui ne se voit pas, clairement. Après, pour le monde du travail, il faut avoir envie. C'est pour savoir si on peut. C'est l'envie qui prime. Après, on essaye et puis on voit. Et puis, si l'envie est plus forte, si ça ne marche pas, faut pas lâcher parce que le monde ordinaire, il est comme ça. Pour tout le monde. Bien sûr. Donc, et un échec n'empêche pas une réussite future. Donc si ça marche pas, des fois il y a quand même beaucoup de problèmes économiques. Donc ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. Bon. Voilà, c'est fini. Merci aux participants et à tous les partenaires de cette émission. Un merci particulier au Conseil départemental de la Haute-Vienne et à RTF qui réalise cette émission. Au revoir. Au revoir.